Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette réunion sur un thème grave. Je voudrais simplement vous présenter les intervenants de ce soir avant que nous commencions. Donc tout d'abord, je vous présente Alain Farisco, qui est mon prédécesseur au comité départemental de rugby du 64. Ensuite, Jean-Claude Druver, qui est ce monsieur qui est médecin du sport et qui va intervenir sur la partie la plus conséquente de la soirée. Ensuite, Jérôme Launay, qui est un médecin et qui est également engagé dans le CD64 en tant que médecin et médecin au club d'Anglet. Ensuite, Michel Crabé, qui est ici présent, avec son collègue Patrick. Ce sont des gens qui sont du CD de plongée et qui vont ensuite intervenir sur des gestes techniques de premier secours. Voilà. Donc, ce soir, je vais donc passer la parole maintenant à Alain, qui va commencer. Ensuite, nous aurons l'intervention aussi de Bernard Dupont, qui est conseiller départemental et en charge du sport dans le département du 64, qui nous fera une petite intervention de Pau. Voilà. Et ce que l'on va faire, et ce que je vais vous demander de faire, c'est que nous allons laisser dérouler à Jean-Claude Druver et à Jérôme Launay leur exposé. Et ensuite, si vous avez des questions, on passera aux questions ensuite de façon à ne pas couper le déroulé de la soirée. Voilà. Donc merci beaucoup merci pour d'être présent. Et puis donc je passe la parole à Alain. Bien, merci Daniel. Bonsoir à tous. Très content de vous voir à tous pour cette conférence sur quelque chose qui nous touche de très près. Dans le 5 avril de cette année, eh bien, mon petit-fils, donc Peyo, a été victime de la mort subite. Et Peyo est décédé lors d'un footing. Un footing qu'il faisait, puisque de toute façon, les entraînements de rugby étaient suspendus à cause du Covid. Et donc, il se maintenait en condition physique comme ça. Peyo était un élève de classe de terminale. Il était élève au lycée René Cassin. Et donc, il pratiquait le rugby au RC Ustaritz-Jaksou. Peyo ne se droguait pas, Peyo ne fumait pas, Peyo avait une vie tout à fait normale quand on est dans une famille équilibrée et qui est très attentive et attentionnée. Il avait le baccalauréat en point de mire, et donc c'était une des préoccupations. Rien ne laissait prévoir un tel drame. C'est pour cette raison que, bien sûr, ce que nous avons vécu est un véritable cauchemar. Et ça a créé en moi, bien sûr, qui suis le grand-père, un sentiment de révolte, mais en même temps aussi une grande motivation pour essayer de comprendre comment des choses comme ça peuvent arriver, comment on peut au moins essayer de les éviter, et si jamais ils arrivent, comment on peut secourir. Je suis sportif depuis toujours. J'ai été éducateur, joueur, d'abord joueur, bien sûr, éducateur, entraîneur, dirigeant de club, président de club, président du comité départemental 64, actuellement encore en activité au comité départemental 64, et je me suis rendu compte que vraiment beaucoup de choses m'avaient échappé. Mais en revenant dans mon passé, dans ma longue carrière sportive, je me souviens quand même que bien un petit pompiste qui travaillait à côté à Saint-Jean-le-Vieux, eh bien un jour il a été joué à la pelote, il a pris une douche chaude et il est resté sous la douche. Un autre que je connaissais aussi a été joué à la pelote et en début de partie, eh bien, il a eu un malaise cardiaque et puis il est décédé.
Un autre, rugbyman, entraîneur de rugby à l'US Garassi de l'époque, eh bien, à la fin du footing de mise en forme, qui préparait l'entraînement, eh bien, il est décédé. Voilà, je peux citer aussi le jeune handballeur de Bayonne, 17 ans, capitaine de l'équipe de France de handball, et qui est décédé un jour de compétition. Plus près de nous, eh bien, vous aviez le joueur de foot danois qui a eu le malaise cardiaque, qui fait que sans l'intervention et la réaction rapide de l'arbitre, et puis l'intervention du staff médical, eh bien, il ne serait plus des nôtres à ce moment. Et puis, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, et ça arrive malheureusement trop souvent. Alors c'est vrai que les statistiques montrent que les accidents ne sont pas fréquents, mais je ne vais pas dire qu'ils sont rares. Parce que vraiment, ce sont des accidents qui arrivent et qui posent quand même des problèmes, puisque pas mal de professionnels de la santé se penchent sur le sujet. Il y a une équipe, je crois, à Nantes, il y a une équipe à Bordeaux, il y a une équipe à Rennes, il y a une équipe à Paris, qui font des recherches donc, sur la mort subite du sportif. Ces recherches ont débouché sur des conseils, sur des actes de prévention, sur des gestes indispensables aussi pour porter secours. Et donc, sachant tout ça, eh bien, je me suis dit quand même que de toute façon, il fallait qu'on informe. Il faut qu'on informe les gens. Il faut qu'on informe que de toute façon, on peut prévenir, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et il faut qu'on informe aussi que quand il y a quelqu'un qui est en difficulté comme ça, il ne faut pas avoir peur d'intervenir. Pour Peyo, c'était pas possible, il avait tout contre lui. Mais il y a d'autres cas aussi où il y a des gens qui n'interviennent pas et il faut qu'ils sachent qu'il faut vraiment qu'ils interviennent. Alors, je suis très content ce soir et je vais remercier particulièrement le comité départemental, bien sûr, 64 et le président Daniel Pédaillé. Je vais remercier aussi, par la même occasion, parce que le conseil départemental qui a suivi dans cette démarche d'information et qui a mis beaucoup de moyens en face pour qu'on puisse informer et faire passer les messages. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut, je crois, faire. Après, les gens, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais enfin, il faut savoir. Il faut savoir qu'on peut prévenir. Il faut savoir qu'on peut porter secours. Merci aux intervenants aussi, parce que quand on leur a soumis le projet, eh bien, ils n'ont pas hésité une minute, ils sont venus. Donc, ils ont adhéré de suite et ils ont dit oui, on va participer. Et puis, je vous remercie aussi à vous tous qui êtes là, à ceux qui sont à Pau, à ceux qui suivent donc cette retransmission par YouTube, à ceux qui sont reliés avec nous par Zoom, parce que vraiment, eh bien, je compte beaucoup sur eux, et on compte avec Peyo, qu'on avait associé, parce que si Peyo il n'était pas arrivé ça, eh bien, la réunion de ce soir, elle n'aurait pas eu lieu. Donc merci à vous tous, et merci de faire passer tous les messages que vous entendrez. Je vous remercie. Alors pour l'instant, il n'y a rien de fait, même si on a vraiment l'intention de nous engager dans cette voie, pas tout seul mais avec des partenaires. On a été d'ailleurs surpris et étonnés par les chiffres qui nous ont été donnés, notamment par le comité départemental du rugby, et qui font apparaître que en France, tous les ans, il y a 1800 jeunes qui sont concernés par la mort subite. Alors ils n'en meurent pas tous, heureusement, mais il y a quand même pas très loin d'un millier de jeunes qui disparaît à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc on trouve ça assez catastrophique, d'autant plus qu'on sait par ailleurs que si on prévient ce phénomène par des électrocardiogrammes notamment, par une visite approfondie du médecin, eh bien, mais on pourrait, je pense, sauver, d'après ce que dit la médecine, les 2 tiers de ces jeunes de cette mort subite. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on est vraiment motivés par ça, et on pense qu'on peut
développer des dispositifs progressivement. On ne va pas, bien sûr, passer un électrocardiogramme tous les jeunes qui ont une licence, mais en commençant peut-être par les sections sportives, en commençant par les enfants en 6e, voilà, de faire une véritable action de prévention. Alors merci à vous. Merci à Alain Farisco qui a démarré cette soirée par un témoignage qui est très fort, parce que très souvent, la mort subite, on lit dans les journaux, et c'est un peu comme un accident d'avion ou un attentat, on pense que ça touche quelqu'un d'autre, sauf que des fois, on s'aperçoit que c'est des gens qu'on connaît, et que c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est quelque chose, c'est une sorte de tsunami émotionnel, c'est un drame qui est familial, mais qui va toucher aussi tout un club, qui va toucher aussi tous les collègues du lycée, etc. Donc c'est un sujet grave que l'on aborde, un sujet qui est pas facile. On verra qu'il y a 2 grandes catégories dans les morts subites, avant 35 ans et après 35 ans, que les morts subites avant 35 ans sont complexes, et en particulier chez les jeunes, et que forcément il faut essayer de prévenir. Et qu'est-ce qu'on peut essayer pour prévenir? On va s'appuyer quand même sur des choses un petit peu scientifiques, sur des études qui ont été faites, pour essayer de voir quels examens et quels symptômes peuvent orienter vers des examens plus approfondis pour essayer de dépister ce risque. Alors, parler de la mort subite du sportif, ça doit surtout, en aucun cas, faire oublier que le sport, c'est un moyen extraordinaire de prévention des maladies cardiovasculaires, quoi. Hein? Parce que forcément, on va voir que dans un certain cas, le sport avec une intensité élevée chez quelqu'un qui est atteint d'une maladie cardiaque qui est complètement ignorée va augmenter le risque. Mais d'une manière générale, le fait de faire du sport est un extraordinaire facteur d'amélioration de la longévité et des maladies cardiovasculaires. Donc ça, il faut quand même ne pas l'oublier. On est tous ici des sportifs, je pense, et donc c'est important d'en parler. La définition, c'est un décès qui est imprévisible chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui est jeune ou qui peut être moins jeune, hein, puisque je vous ai dit, il y a deux catégories. C'est un décès qui survient de manière non traumatique, donc je parlerai essentiellement de la vraie mort subite, et je laisserai à mon collègue Jérôme Launay éventuellement ébaucher un petit peu ce qui pourra faire l'objet d'une autre intervention un jour, les commotions cérébrales et les traumatismes du rachis cervical qu'on peut voir dans certains sports, et en particulier dans le rugby, puisqu'on est sur une terre de rugby ici. Mais là, on va parler essentiellement de ce problème de la vraie mort subite, c'est-à-dire la mort totalement inopinée chez quelqu'un qui est en pleine santé apparente. Malgré le nombre et malgré tout ce qu'on a pu faire jusque-là, le nombre de morts subites en France reste stable, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas. Donc ça veut dire que nos mécanismes de prévention, pour l'instant, ne sont pas au point, et on va voir que dans certains pays, en particulier les pays anglo-saxons ou l'Italie, les résultats sont nettement supérieurs. Donc j'ai parlé des cas bien précis avant 35 ans et après 35 ans. Alors je vous fais quelques rappels d'anatomie très simplifiés de l'anatomie du cœur pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Le cœur, c'est d'abord un muscle avec 4 cavités, 2 cavités qu'on appelle les oreillettes, une droite, une gauche, et 2 cavités qu'on appelle les ventricules. Le cœur est un organe un peu particulier dans le sens où il fonctionne d'une manière automatique. Vous n'avez pas besoin de lui indiquer qu'il faut battre, il bat tout seul par des cellules qu'on appelle des cellules le nœud sinusal qui va se contracter de manière automatique, et c'est parmi les premières cellules qui fonctionnent et qu'on peut voir apparaître sur une échographie lors de la grossesse. C'est une sorte de réseau électrique qui va partir de l'oreillette et qui va aller jusqu'au ventricule en passant par donc le faisceau de His. Enfin, il y a plusieurs
plusieurs, on peut dire, systèmes dans le cœur, mais c'est ce système-là qui va permettre la contraction du cœur. Le cœur se contracte et c'est ça qui va chasser le sang dans le ventricule gauche et le ventricule droit et qui va permettre donc l'oxygénation du sang et l'apport du sang dans les territoires qui sont les territoires les plus importants qui travaillent. On a aussi des pathologies qui peuvent se situer à différents niveaux, des pathologies au niveau du muscle cardiaque qu'on appelle des cardiomyopathies. Ces cardiomyopathies sont de différents types. Il y a des maladies qui sont génétiques. Il y a des maladies qui peuvent être aussi virales et le docteur Launay parlera tout à l'heure de ce qui peut se voir après des maladies comme le Covid, La Covid est une pathologie qui peut toucher le muscle cardiaque en donnant des différents types de pathologies. On a des cardiomyopathies qu'on appelle hypertrophiques où donc le muscle cardiaque va être hypertrophié, va grossir. Ça peut ressembler à un cœur d'athlète dans certains cas et ça peut poser des problèmes pour faire le diagnostic différentiel. On a des cas où le cœur va se dilater, les cavités en particulier du ventricule vont être plus dilatées, on appelle ça des cardiomyopathies dilatées. On a des cardiomyopathies aussi restrictives, c'est-à-dire des cardiomyopathies dans lesquelles le muscle va être hypertrophié à certains endroits, empêchant la chasse du sang vers les artères, en particulier vers l'aorte. Voilà. Et puis il y a des problèmes d'arythmie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut se produire comme une sorte de court-circuit dans le cœur, avec ce qu'on appelle des zones gâchettes, qui vont déclencher des fibrillations ventriculaires ou des torsades de pointe, c'est-à-dire à un moment donné, le cœur, au lieu de se contracter de manière régulière, va se contracter de manière tout à fait irrégulière, ne permettant plus le remplissage correct du cœur. Et c'est ces fibrillations ventriculaires qui vont, la plupart du temps, entraîner le décès, quoi. Donc voilà, 4 pathologies importantes. Il y en a d'autres, parce qu'il peut y avoir des troubles également de l'excitabilité par rapport à ces contractions automatiques qui sont normalement la norme, mais qui peuvent aussi découler de troubles de conduction entre l'oreillette et le ventricule. Voilà. Et il y a en fait des causes aussi qui sont encore assez obscures, c'est-à-dire que malgré les autopsies, malgré les prélèvements génétiques, on ne trouvera pas la cause. Malheureusement, il y a des causes encore qui nous échappent. Alors, quelques notions de base lorsque vous avez tous vu un électrocardiogramme. Donc, on a une onde P que vous voyez là donc, sur l'écran qui correspond à la contraction de l'oreillette. Une onde T qui est plus loin, qui est la diastole, et entre les deux, vous avez un microvoltage un peu plus important qui correspond à la contraction du ventricule et au relâchement de l'oreillette. L'espace entre l'onde P de l'oreillette et l'onde R, c'est la conduction qu'on appelle auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire la conduction de l'influx électrique entre l'oreillette et le ventricule. Il y a une période qui est très vulnérable dans cet électrocardiogramme, c'est le sommet de l'onde T. On a des fois ce qu'on appelle un phénomène R sur T, c'est-à-dire si vous avez une extrasystole, c'est-à-dire un battement prématuré qui survient juste au sommet de l'onde T, c'est là où ça peut partir en fibrillation ventriculaire, ou c'est là où on peut avoir une arythmie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent survenir, par exemple, au cours d'une électrocution ou des choses comme ça, ou lorsqu'on a des troubles rythmiques, puisqu'il y a des maladies aussi génétiques de troubles rythmiques. Alors, quelques chiffres que j'ai pris à mon collègue, le professeur François Carré, que je connais bien, qui est au CHU de Rennes, puisque les médecins du sport et les cardiologues du sport, on travaille beaucoup ensemble, bien évidemment. D'une manière, on dirait un peu internationale, dans le monde, on a 2 cas de mort subite pour 100 000 sportifs de 12 à 35 ans. Donc dans cette première catégorie que j'appelle les sportifs jeunes, soit un facteur de 2,5 plus important par rapport à une population non sportive.
Alors, le sport d'une certaine intensité peut être un facteur qui peut donc déclencher cette mort subite. Mais c'est toujours chez des gens qui sont en bonne santé apparente, mais qui sont en fait des cardiaques qui s'ignorent. Hein. Le sportif du dimanche, alors je parle du sportif du dimanche, c'est monsieur qui fait un petit footing le dimanche ou qui va faire un tour de vélo, mais qui dans la semaine ne fait rien. Là, on passe à 4 cas pour 100 000, et c'est généralement plutôt des gens de plus de 35 ans et plutôt des hommes plutôt que des femmes. Le nombre de sportifs âgés va augmenter régulièrement parce qu'on a de plus en plus de gens d'un certain âge qui pratiquent le sport, à un âge avancé. Et il faut bien faire la différence entre le sportif très entraîné, qui n'a jamais arrêté. Et je parle de sportifs entraînés, des gens qui font 3 fois, 4 fois, 5 fois du sport par semaine. Cela, par contre, le risque, il est très nettement diminué par rapport à la population normale. Très, très nettement diminué. Donc, c'est là où je disais que le sport est un facteur favorable, au contraire, pour les maladies cardiovasculaires. Ça, tout le monde le sait. Personne ne peut contredire ces chiffres. Alors, les chiffres chez les très jeunes sportifs, ça varie entre 500 et 1500 suivant les statistiques. Il faut dire que les statistiques ne sont pas toujours faciles à établir. On les établit souvent sur des assurances, les assurances des fédérations. Mais on n'a pas toujours les causes. On parle de mort naturelle, mais on ne sait pas toujours exactement comment les choses se sont passées. Mais c'est en gros 1 millier de jeunes sportifs qui meurent tous les ans en France. Donc c'est quand même quelque chose qui est loin d'être négligeable. Alors c'est plutôt à l'entraînement qu'en compétition, avec des sports plus peut-être plus, je dirais, traumatiques que d'autres, traumatiques sur le plan cardiologique. Le premier sport, c'est le football, mais on verra que le football, c'est surtout par rapport au nombre de pratiquants. On a 2 millions de pratiquants, et dans ces 2 millions de pratiquants, on a 4% simplement qui sont de sexe féminin. Donc ça explique aussi le sexe ratio d'une partie où on a 9 hommes pour une femme, hein, dans ces jeunes sportifs. La course à pied, qui est le footing du dimanche, la sortie vélo également. Hein. Mais d'une manière générale, les sports, on va dire, à dominante énergétique sont plus, je pense à la pelote basque, on a cité des exemples de pelote basque, effectivement c'est un sport qui est excessivement violent sur le plan, le squash aussi, c'est des sports, mais tout sport peut être un jour le cas de mort subite. Donc les efforts intenses, mais aussi les causes climatiques, les climats très froids ou les périodes très chaudes, pour des raisons de stress de l'organisme, et qui vont pouvoir aussi déclencher tout ça. Également, on en parlera après, mais les virus, donc tous les gens qui ont fait des épisodes grippaux, même des simples rhumes ou la Covid, peuvent entraîner une localisation du virus dans le cœur, provoquant des troubles du rythme ou d'autres pathologies du muscle cardiaque. La cause cardiaque, généralement, est retenue dans les morts subites du jeune sportif dans environ 90% des cas. C'est-à-dire que c'est une mort par trouble du rythme ventriculaire. Et effectivement, ce trouble du rythme ventriculaire, souvent, n'a jamais été reconnu, sauf s'il y a eu des malaises qui n'ont pas été explorés ou pour lesquels on n'en a pas parlé. Au-delà de 35 ans, comme je le disais, c'est d'autres causes de mort subite, que c'est essentiellement des ruptures de plaques d'athérome. Vous savez qu'en vieillissant, en particulier si on a des facteurs de risque tels que des taux de cholestérol élevés ou une hypertension artérielle qui n'est pas bien équilibrée,
on va avoir des plaques de calcaire qui se forment dans les gros vaisseaux du cœur. Et cette plaque, lors d'un effort intense, lorsqu'on fait monter la pression lors d'un effort intense, lorsqu'on fait battre le cœur très vite, cette plaque peut se détacher et va pouvoir entraîner soit un infarctus du myocarde. Il y a énormément de gens qui font des infarctus et heureusement qu'ils n'en meurent pas. Hein, ils ont des douleurs, ils s'arrêtent et puis on va les sauver. On a des techniques maintenant très, très efficaces pour en sauver une grande partie. Mais le danger, ça va être un peu comme dans le sportif de moins de 35 ans, ça va être le risque de troubles du rythme ventriculaire qui là va nécessiter des soins immédiats pour pouvoir être rattrapé. Je parle d'un cas particulier parce qu'on en parlera dans une étude américaine, c'est la commotion cardiaque, le commotio cordis. Normalement, on va pas trop parler de traumatisme, on va parler essentiellement de cardiologie, mais il y a un cas où dans une étude américaine où le choc dans la région cardiaque et en particulier vers la pointe du cœur, lorsqu'on est en particulier entre deux côtes et lorsqu'on prend une balle de baseball, le choc peut être suffisamment violent pour déclencher un trouble du rythme, une commotion du cœur et peut déclencher donc un trouble du rythme cardiaque. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup vu aux USA, qui représente 20% des morts sur les terrains de sport. Mais le baseball en France, c'est rien du tout, c'est 0,2%. Et la prévention, c'est de prévenir, d'avoir une protection avec des choses un peu caoutchouteuses dans la région cardiaque. Donc voilà, c'est juste pour en parler parce que vous le verrez dans cette étude américaine. Alors on a deux études importantes qui nous apprennent des choses. L'étude la plus importante pour moi, c'est l'étude Corrado. C'est une étude italienne qui a été faite en 2003 et c'est une étude assez extraordinaire parce qu'elle touche quasiment 1 400 000 sportifs qui ont été observés pendant 21 ans. Donc c'est énorme comme cohorte. C'est très rare de voir des études aussi complètes que ça. Donc dans cette étude, il y a 8% simplement qui font des sports de compétition. Les autres sont des sportifs qui sont vus dans le cadre scolaire, par exemple, avec une incidence qui est de l'ordre de 2,3 décès pour 100 000 par an, avec là aussi 2,6% qui sont de sexe masculin et 1,1% de sexe féminin. Je vous avais dit qu'en gros, on avait en France deux cas pour 100 000, donc on est à peu près dans ces chiffres-là, quoi. Dans cette étude, 24% de la pathologie, c'est une cardiomyopathie de type dysplasie arythmogène du ventricule droit, donc c'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire qu'en gros, on a une pathologie qui va se propager du ventricule droit et qui va provoquer une fibrillation ventriculaire et un décès. C'est une maladie qui est souvent génétique, où il y a une transformation adipeuse de certaines parties du muscle cardiaque. Et cette pathologie, du fait qu'elle est génétique, elle ne sera pas la même suivant les régions et suivant les pays. Donc là, cette étude italienne, elle a été faite en Vénétie, donc dans la région de Venise. Et donc cette région-là a certainement plus de dysplasie arythmogène que nous, on en a en France ou qu'on en a aux États-Unis. Le sport est donc un risque de surmortalité chez des athlètes qui ne savent pas qu'ils sont porteurs d'une pathologie, quoi. C'est ça c'est-à-dire que d'une manière générale, lorsqu'on a un cas de mort subite chez un jeune sportif, c'est un cardiaque qui s'ignorait parce qu'il n'avait pas eu ou il avait eu très peu de signes avant-coureurs. Alors, le dépistage de risque de la mort subite du sportif, en gros, l'examen clinique et l'interrogatoire, ça va nous donner 6% de possibilité de se douter qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Donc 6%, c'est peu, hein. Donc l'interrogatoire, il faut vraiment le pousser assez loin. Est-ce qu'il y a eu un malaise ou des malaises, et est-ce qu'il y a eu des facteurs familiaux? Est-ce qu'il y a eu des morts subites dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu un pacemaker et savoir pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu une greffe cardiaque? Voilà, des fois il faut pousser plus loin
Alors la plupart du temps, on nous dit oui, mon grand-père ou ma grand-mère, il a eu un pacemaker, ou mon grand-père, il a fait une mort subite, il avait 86 ans. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'on a 50 000 à peu près morts subites en France, tout âge confondu, quoi. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que les gens qui avaient eu en Italie des électrocardiogrammes de repos sur 12 dérivations, qui est l'électrocardiogramme qu'on peut dire standard, dans 60% des cas, voire même dans certaines pathologies, on arrivait à 80%, on peut arriver à déterminer sur des anomalies électrocardiographiques que l'électrocardiogramme n'est pas normal, et à ce moment-là, on peut demander un avis spécialisé. Donc, on s'aperçoit que cet examen simple, qui n'est pas obligatoire en France pour le licencié classique, il va être obligatoire pour les gens qui font du sport intensif, qui sont dans des sections sportives spécialisées ou qui vont être sur les listes de ce qu'on appelle les sportifs de haut niveau. Ceux-là, ils ont électrocardiogramme, ils ont échocardiographie, ils ont test d'effort et ils les ont de manière régulière. Mais le sportif tout venant ne l'a pas. Donc celui-ci est systématique en Italie et avec une baisse très nette de la mortalité, en particulier chez les jeunes sportifs, qui passe de 2 pour 100 000 à 1 pour 100 000. Donc on a diminué de 50%. Donc je vous disais que les chiffres en France sont pas bons, parce que des pays font beaucoup mieux que nous. Je pense aux pays anglo-saxons et aux pays nordiques et à l'Italie. La deuxième grande étude, c'est une étude américaine, l'équipe du professeur Marron, en 98, où les causes aux USA sont un peu différentes. On voit des cardiomyopathies hypertrophiques, en sachant que c'est 24% en gros de leur mort subite, avec un ECG qui est anormal dans 60 à 80% des cas. Quand vous avez un ECG très anormal dans une CMH, comme ça ressemble aussi à un cœur d'athlète. Et c'est les détracteurs de l'électrocardiogramme de repos disent oui, mais il y a des faux négatifs aussi, c'est des cœurs d'athlète. Mais dans la plupart des cas, il y a une pathologie derrière, quoi. On a également ce fameux commotio cordis, cette pathologie traumatique dans la région du cœur, qui est particulière aux USA où on fait beaucoup de baseball, quoi. Et puis on a une anomalie congénitale des coronaires aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on peut malheureusement pratiquement pas diagnostiquer sans faire des examens très compliqués, des examens qui sont difficiles à mettre en évidence si les gens n'ont pas fait au moins un malaise ou quelque chose de ce style-là. Et puis la dysplasie arythmogène du ventricule droit, ce trouble du rythme dans le ventricule droit qu'on voyait beaucoup en Italie, on le voit beaucoup moins aux États-Unis. Donc les États-Unis, les maladies génétiques, la CMH, cette cardiomyopathie hypertrophique, c'est aussi parce qu'il y a une population différente. Il y a des Afro-Américains qui sont plus touchés par cette maladie qu'en Italie, où on va être touché plutôt par les maladies. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe comme pathologie, parce que je ne cite pas toutes les pathologies encore. Alors, en France et dans les autres pays, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quel examen ? Alors, le sportif de haut niveau en France, il a bien sûr un interrogatoire très précis, il a un auto-questionnaire, mais il va avoir surtout un examen clinique poussé, un électrocardiogramme de repos, il va avoir une échocardiographie de repos, il va avoir un ECG d'effort. Et à la moindre anomalie, on va pousser les examens beaucoup plus loin avec des équipes spécialisées. Donc ça, c'est le sportif de haut niveau, c'est-à-dire les gens qui sont dans les pôles espoirs, les gens qui sont dans les équipes de France, les gens qui sont dans les préparations olympiques ou paralympiques. En Italie, pour tout sportif, on a bien sûr l'interrogatoire, l'examen clinique et cet électrocardiogramme de repos qui est un examen qui est simple. En fait, c'est pas un examen qui demande du matériel excessivement compliqué et c'est pas et qui demande pas une compétence extraordinaire. Simplement, ça demande de la compétence lorsqu'on signale une anomalie et que cette anomalie, il faut la transférer à des gens compétents qui sont soit le cardiologue référent d'abord du médecin et ensuite le cardiologue
du sport qui va être le référent la plupart du temps dans la région, dans le CHU. Aux USA, il y a simplement un examen clinique et un interrogatoire, mais on sait que les USA ont diminué le nombre de morts subites, ou tout du moins le nombre de gens qui sont récupérés après une mort subite, parce qu'ils ont installé énormément de défibrillateurs dans tous les endroits où il y a du public et tous les stades. Et deuxièmement, ils ont formé énormément de gens aux gestes de premier secours et au massage cardiaque. Et donc c'est comme ça qu'ils ont baissé les chiffres. Nous, on a 3% des gens qui font un arrêt cardiaque qui sont récupérés. On arrive entre 10 et 20% sur des pays comme les États-Unis. Le simple licencié en France, il a un auto-questionnaire annuel qui lui permet de renouveler sa licence. Il a un examen clinique tous les 3 ans, depuis 2016, qu'on appelle le certificat d'absence de contre-indication à la pratique du sport, sauf des sports particuliers qui ont une exigence particulière, quand vous maniez des armes à feu, quand vous faites du rugby, parce qu'il y a des traumatismes, voilà, il y a la plongée sous-marine, il y a les sports mécaniques, voilà, il y a des sports qu'on appelle des exigences particulières où vous avez un examen annuel. Et les sections sportives également dans les lycées qui ont au moins un examen d'entrée complet avec un ECG, un électrocardiogramme, qui va être fait normalement à l'inscription et qui normalement doit être renouvelé aussi tous les 3 ans. Mais ces examens de section sportive, normalement ils sont suivis d'un deuxième examen dans l'année scolaire pour voir si tout se passe bien. Mais on sait que c'est pas toujours fait dans les règles de l'art et que de temps en temps, il y a des sections sportives où les gens n'ont pas leur électrocardiogramme et peuvent quand même s'inscrire. Donc, le sport modéré, si on résume un petit peu ces 2 études, le sport modéré est toujours quelque chose qui est favorable pour la santé. Le sport intensif peut révéler une cardiopathie qui est méconnue, que ça soit donc chez le jeune sportif. Voilà, et là, c'est bien sûr parfois difficile à détecter. Donc, le certificat d'absence de contre-indication à la pratique sportive doit avoir un interrogatoire qui est policier sur les antécédents, qu'ils soient familiaux ou personnels, de mort subite dans la famille, en poussant jusqu'à 50-55 ans dans les antécédents familiaux, parce qu'on sait qu'il y a des cardiomyopathies génétiques qui se révèlent à un âge tardif chez l'adulte. Il n'y a pas que des cardiomyopathies qui se révèlent chez le jeune sportif. Et tout malaise doit avoir un avis cardiologique spécialisé pour rechercher s'il n'y a pas quelque chose. C'est toujours dommage de dire, ben oui, il a fait un malaise, alors oui, c'était un malaise vagal, probablement juste à l'arrêt de l'effort, mais tout malaise qui survient pendant l'effort ou juste après l'effort est un malaise qui peut être suspect d'une maladie cardiologique et il faut absolument que ça soit exploré. Alors, tout essoufflement, toute douleur thoracique doit donner aussi un avis spécialisé. Le CG de repos qui est fait normalement vers 12 ou 13 ans pour les cas de sportifs qui sont dans les sections sportives de haut niveau doit être refait tous les 3 ans. Pourquoi ? Parce que quand c'est des maladies génétiques, une maladie génétique, elle peut se révéler à 12 ans, mais elle peut se révéler à 15 ans ou à 17 ans, comme c'était le cas de Peyo. Si c'est peut-être pas une maladie génétique, mais on ne sait pas toujours. Mais ça peut se révéler au moment de la puberté. Pourquoi ? Parce que le muscle cardiaque, c'est un muscle aussi comme les autres muscles. Et vous savez qu'au moment de la puberté, on prend de la masse musculaire, mais aussi le cœur va être aussi en évolution. Donc ces maladies cardiovasculaires, ces cardiomyopathies, elles vont pouvoir se développer à un âge aussi beaucoup plus tardif. Et on sait que plus la maladie se développe de manière précoce et plus c'est compliqué parce que ça démarre souvent sans avoir forcément de signes avant-coureurs. Alors que quand on a 35 ou 40 ans et qu'on détecte une cardiomyopathie, Alain Farisco a parlé tout à l'heure du défenseur danois qui a été sauvé in extremis grâce à l'arbitre dans un premier temps, qui avait juste la vue
sur ce joueur et qu'il a vu tomber. Et il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de gravissime qui se passait. Donc les médecins sont intervenus tout de suite, il a été défibrillé tout de suite et il a maintenant un défibrillateur implantable. Voilà. Donc le CG, il peut être intéressant de le refaire tous les 3 ans parce que des pathologies, on peut évoluer entre 12 ans et 15 ans. Alors que dépiste l'électrocardiogramme de repos? Ça dépiste bien sûr les cardiomyopathies, en particulier hypertrophiques, maladies génétiques, dans la plupart du temps. Ça des maladies aussi, je ne vais pas toutes vous les citer, mais le QT long congénital ou le QT court, par exemple, c'est des pathologies de conduction. Hein. Et puis on a aussi des syndromes de Brugada ou Brugada compatible, qui est une pathologie là aussi très particulière, mais qui va donner plutôt des morts subites, plutôt durant le sommeil et plutôt chez l'homme d'âge moyen, quoi. Donc ça touche pas généralement trop le jeune sportif. Les Wolff-Parkinson-White, ça c'est ce qu'on appelle les tachycardies de Bouvray, vous avez peut-être entendu parler, le cœur qui se met à battre très très vite. On avait un grand sportif italien qui était atteint par ça, qui s'appelait Franco Bitossi, et qui a été plusieurs fois dans les meilleurs du monde, qui avait des crises comme ça. Il savait comment faire passer la crise et il repartait. Et des fois, il rattrapait les échappées et il allait gagner la course. Et il y a eu de nombreux sportifs comme ça avec ces syndromes de Wolff-Parkinson-White. Et on a des gens très pointus dans l'équipe bordelaise, qui a été la première équipe en France à faire des fulgurations, c'est-à-dire à utiliser une sorte de micro-ondes qu'on montait par une sonde pour brûler les zones qui allaient déclencher ces troubles du rythme cardiaque. Mais comme c'était des troubles du rythme cardiaque qui se passaient au-dessus du ventricule, c'était, comme on dit, supraventriculaire, on n'avait pas la gravité. Le cœur battait très vite à 180, 200, mais on n'avait pas la gravité de la fibrillation ventriculaire qui, elle, ne permet plus au cœur de se... Imaginez une lampe qui est en train de griller, vous savez comment ça fait, ça crépite un petit peu dans tous les sens, ça éclaire plus et ça s'éteint. C'est un peu ça la fibrillation ventriculaire, quoi. Alors que dans la tachycardie type Bouvray, on a encore un cœur qui permet pendant un certain temps de fonctionner presque normalement. Voilà. Tout ça, ça doit déclencher bien sûr des avis spécialisés cardiologiques. Alors les avantages et les limites des examens médicaux, sans rentrer dans le détail, l'électrocardiogramme de repos, 12 dérivations, ça a un coût qui est modique, ça vaut aux alentours de 40 € chez le médecin de famille. L'interrogatoire, j'en ai pas parlé, mais il doit être mené par le médecin de famille, le médecin traitant qui connaît parfaitement la famille et toutes les histoires familiales, qui pourra donner... Et donc l'auto-questionnaire, ça serait très bien, lorsqu'on va le faire remplir, de le faire viser aussi par le médecin. Hein, parce que ça, c'est important, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on doit répondre à certaines questions. Hein. Quand on a une douleur dans la poitrine ou quand on a un essoufflement, le médecin de famille va peut-être vous aider à ce niveau-là à le remplir complètement. L'électrocardiogramme, on peut avoir avec une formation à minima, savoir si l'électrocardiogramme est dans les limites de la normale ou s'il y a une anomalie. Et quand il y a une anomalie, on passe la main au cardiologue référent. On a tous, quand on est médecin de famille et quand on est médecin du sport, on a tous des cardiologues référents. Et ce cardiologue référent, il va lui-même voir s'il y a nécessité d'avoir l'équipe spécialisée dans les maladies cardiogénétiques. Il y a toujours dans toutes les grandes villes, tous les grands CHU, on a cette équipe très spécialisée et qui va pouvoir vous demander d'autres examens cardiologiques comme le Holter, comme les IRM cardiologiques, la coronarographie pour les gens qui sont plus âgés ou pour rechercher une anomalie des coronaires. Il y a énormément de pathologies, la scintigraphie osseuse pour voir aussi s'il y a des zones qui fonctionnent moins bien. On a beaucoup d'examens maintenant qui nous permettent d'aller plus loin, mais c'est des examens qui sont, comme on dit, invasifs. Voilà. Et les gens, comme je disais, les gens qui disent oui, l'électrocardiogramme de repos, c'est pas forcément l'examen idéal. C'est vrai parce qu'il y a des faux négatifs. Le faux négatif, c'est le cœur d'athlète.
Voilà, donc, honnêtement, on en voit très peu parce qu'on n'a pas un cœur d'athlète. Si on ne fait pas du sport de manière très intensive, on sait que c'est quelqu'un de très haut niveau. Donc, on a des gens de très haut niveau, on en suit très peu. Et donc, on a très rarement ce problème-là de voltage très important qui fait penser à un cœur d'athlète. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les recommandations aux sportifs, elles ont été édictées par la Fédération européenne de cardiologie, de professeur François Carré en particulier. Et puis avec un autre Bordelais aussi, vous avez donc dans la région d'Aquitaine des gens très compétents, Laurent Chevalier, qui exerce sur Bordeaux-Mérignac, et qui a travaillé lui sur les gens de plus de 35 ans, et on en parlera tout à l'heure aussi, parce que on n'oublie pas que dans les morts subites, il y a aussi plus de gens de plus de 35 ans, parce qu'il y a plus de facteurs de risque. Donc les efforts intenses, il faut ne pas le faire lorsqu'on a de la fièvre ou lorsqu'on a une fatigue anormale. Ça, c'est quelque chose qu'on sait parce qu'il y a des atteintes virales du muscle cardiaque. Précaution à prendre en cas de trop grosse chaleur, au-dessus de 30 degrés, ou si il fait trop froid ou trop humide, et s'il fait très chaud et très humide en même temps, ça demande un effort pour la thermorégulation. Il y a une vasodilatation, donc un effort cardiaque qui est important. Et donc on va pouvoir, dans la sueur, on va perdre aussi du sodium, on va perdre aussi du potassium, et donc on a des baisses de ces électrolytes qui jouent un rôle très important dans la contraction cardiaque. Vous avez la cellule myocardique, elle fonctionne d'une part avec des entrées et des sorties, avec des ions qu'on appelle positifs, des charges positives et des charges négatives. Le calcium, il a 2 charges positives, le sodium, il en a une, et le chlore, il a une charge négative. C'est ce va-et-vient entre le sodium, le potassium, le chlore par des canaux qui va entraîner le fonctionnement électrique de la cellule myocardique. Donc c'est de l'ordre du millivolt, mais c'est suffisant pour faire fonctionner. Si vous suez beaucoup, que vous perdez 2 litres ou 3 litres de sueur sur un effort intense, vous allez avoir des troubles ioniques, obligatoirement. Voilà. Et si vous avez la maladie de Brugada, que je vous ai citée tout à l'heure, c'est comme ces maladies, ça fonctionne avec les canaux membranaires qui font rentrer ou sortir le sodium ou le potassium, on appelle ça des canalopathies. Et voilà, il y en a plusieurs comme ça, qui peuvent être facilités par des atmosphères humides et chaudes. Prudence lors des efforts de haute altitude, parce que le cœur, lorsque vous êtes au-delà de 1500 ou 2000 mètres d'altitude, ça le fait travailler beaucoup. Un début, une fin d'effort progressif, on a tous appris à s'échauffer, à démarrer, pas démarrer à fond, et plus on est âgé, plus il faut prendre du temps on fonctionne au diesel, comme on dit, pour que les artères, c'est comme la circulation, où il y a des routes principales et il y a des routes secondaires. Si vous vous échauffez, vous allez ouvrir les routes secondaires. Donc voilà, quand vous êtes un sportif entraîné, vous avez dans votre cœur non seulement les gros troncs artériels coronaires qui fonctionnent, mais vous avez aussi des artères secondaires qui vont, si une artère principale se bouche, qui vont vous sauver la vie parce que ça va fonctionner, à condition que ça soit ouvert. Et pour l'ouvrir, il faut s'échauffer. Pas d'effort immédiat après un repas. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un repas, il faut digérer et il y a une partie du sang qui va être détournée vers le tube digestif de manière importante. Les efforts prolongés, les marathons, on fait de plus en plus il y a des gens qui font mais même simplement la grande randonnée en montagne, pensez à s'hydrater, et même quand on fait du vélo qui fait chaud, ou essayer d'avoir des boissons avec des électrolytes, c'est-à-dire du sodium et du potassium, quoi. Toutes les boissons énergétiques contiennent aussi sodium et potassium. Interrompre à temps un effort qui est mal toléré, on fait un effort qui est au-dessus de ce que l'on peut faire, il faut savoir arrêter. Pas de bain ni de douche trop chaude ou après un effort sportif, parce que vous allez provoquer une vasodilatation très importante et vous risquez d'avoir un désamorçage de la pompe cardiaque, parce que le retour veineux ne va pas se faire de manière correcte. Et si vous êtes un petit peu limite, si vous avez
Pour des gens d'un certain âge, si vous avez des varices, tout ça, vous allez avoir une grosse dilatation et donc un retour veineux qui se fait mal. Donc il faut toujours faire attention. Signaler toujours au médecin sans attendre des signes qui sont dépendants des efforts, quelque chose qui est relié à l'effort. Là, il faut quelque chose qui est relié à l'effort ou juste après l'effort, il faut être méfiant. Douleurs thoraciques, les malaises, on en a déjà parlé, et les gènes respiratoires inhabituels, l'essoufflement inhabituel. Pas de tabac, parce que la nicotine va provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrage des artères coronaires. Et dans tous les cas, jamais de tabagisme immédiatement après l'effort. Donc ni avant, ni après. Voilà. En gros, c'est les règles d'or qui devraient être affichées dans tous les vestiaires et que tous les éducateurs doivent connaître pour dire quand on voit quelqu'un fumer après un effort, ne pas faire ça. Laurent Chevalier, lors des Journées européennes de cardiologie en février 2020, et on va le rencontrer également dans 15 jours à Paris lors de la conférence à la fois de la médecine du sport française et de la cardiologie du sport française. Il a donné des nouvelles recommandations en disant, puisqu'on n'arrive pas à diminuer la mort subite chez nos sportifs, il faut au moins que les gens qui ont des facteurs de risque, on arrive au moins cela à les raisonner pour faire baisser ces facteurs de risque. Donc il faut sensibiliser le sportif, également le médecin, à l'importance d'équilibrer les facteurs de risque, surtout les hommes de plus de 35 ans. Donc c'est l'équilibre de la tension artérielle et du cholestérol en particulier et du tabagisme. Donc le test d'effort, on ne peut pas faire des tests d'effort à tout le monde parce qu'on n'aurait pas assez de cardiologues. Donc on va l'indiquer surtout pour les gens de plus de 35 ans qui reprennent le sport, qui ont des symptômes et qui ont 2 facteurs de risque, quoi. C'est ce qui préconise. Donc sensibiliser le sportif au comportement à risque, à l'hydratation aussi, leur dire vraiment avec les efforts intenses, parler des suites d'un état fébrile lorsqu'on voyait quelqu'un qui est sportif et qui vient de faire une grippe ou la Covid, lui dire peut-être qu'il faut se mettre vraiment au repos et qu'il faut prendre ça très au sérieux, quoi. Voilà. Et Laurent Chevalier dit une phrase, la phrase qui est juste en bas: si on est passé en moins de 25 ans de 8000 décès à moins de 3000 décès par an sur la route, ce n'est pas en faisant plus de contrôles techniques, mais simplement en changeant le comportement, quoi. C'est-à-dire que déjà, si pour les gens de plus de 35 ans, si on disait je vous signe pas la licence parce que vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 5 kilos ou 10 kilos et quand votre cholestérol sera équilibré, quand vous aurez vu le cardiologue pour un test d'effort. Alors c'est vrai que des fois on n'ose pas parce que en tant que médecin de famille, c'est des fois un peu délicat de refuser un certificat d'aptitude pour la licence, mais ça serait peut-être des fois le seul. Moi, des fois, j'ai refusé des arbitres de foot, et je pense que je leur ai rendu service parce qu'ils ont été assez motivés pour faire tous les examens qu'on leur a demandé et pour revenir. Et ils avaient perdu du poids, ils avaient équilibré leur tension et ils ont maintenu ça pendant longtemps. Donc la prévention, on en a déjà parlé, interrogatoire très précis sur le plan familial et sur le plan personnel, rôle primordial du médecin de famille et du cardiologue référent de ce médecin, idéalement faire un ECG de repos. Je mets idéalement parce que je ne peux pas dire de manière obligatoire parce que c'est un examen qui n'est pas normalement pris en charge par la sécurité sociale, sauf si le médecin détecte soit un souffle cardiaque, soit parce qu'on lui a signalé qu'on était essoufflé, s'il n'y a pas un signe cardiologique, le médecin normalement ne peut pas coter cet examen-là. À partir de l'âge de 12 ans et tous les 3 ans, comme je le disais, puisque les cardiomyopathies peuvent évoluer dans le temps. Apprendre les gestes qui sauvent, et ça sera le sujet après mon confrère, le docteur Launay, il y aura le sujet du massage cardiaque externe et de l'utilisation des défibrillateurs, qui devraient être dans tous les stades. Ça paraît... Et puis, on devrait apprendre aux éducateurs aussi, dans toutes les écoles, le maniement et tout ça. Faire connaître les règles d'or, on en a parlé, et continuer à équiper un maximum de structures en défibrillateurs.
Donc, événement rare, comme on a dit, mais pas si rare que ça, comme l'a dit Alain Farisco tout à l'heure, avec un impact psychologique, familial, mais pas que. Hein, tout l'entourage au sens large du terme d'un sportif qui décède, c'est tous les gens qui s'entraînent avec lui, c'est tout le club, c'est tout le lycée. Voilà, c'est un phénomène par ricochet, quoi. Hein. La maladie, la mort subite du sportif, ça révèle donc une maladie cardiaque qui était ignorée la plupart du temps. Donc dès qu'on a un symptôme qui peut évoquer ça, il faut vraiment ne pas le laisser passer, c'est très important. L'examen doit être complet, donc interrogatoire. Le CG de repos, examen simple pour les moins de 35 ans et qui permet de détecter au moins 60% d'anomalies dans le cas de surtout des maladies génétiques. Les sportifs et les encadrants sensibilisés aux règles d'or, comme on a dit. Formation au massage cardiaque externe à l'utilisation des défibrillateurs, très important, vivement encouragé. Il y a donc même une loi qui est passée depuis juillet 2020, obligeant donc les écoles à faire de la formation, et ainsi que même les gens qui doivent partir en retraite, normalement, doivent bénéficier de cette formation. Et je termine quand même un peu comme j'ai commencé en disant que le sport est malgré tout, pour le médecin, un incroyable outil de prévention des maladies, et en particulier des maladies cardiovasculaires, mais aussi du diabète, de l'arthrose, tout ça, de l'obésité, et que ça permet de maintenir une autonomie à un âge avancé. Quand on part avec une masse musculaire qui est importante et qu'on est en bonne santé, moi je vois des sportifs qui ont 80 ans, voire plus, et qui font encore du sport, et bien sûr ça n'a rien à voir, je fais de la gériatrie aussi à côté, et ça n'a rien à voir avec les gens que je peux avoir en gériatrie et qui ont le même âge. Il y a des fois une différence physiologique entre deux personnes du même âge qui est très importante. Voilà, je vous remercie de votre attention, je répondrai aux questions après l'exposé de Jérôme Launay, médecin du comité départemental 64. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Bonsoir à tous. Je vais être certainement un petit peu plus court que toi, hein, heureusement. Et simplement, effectivement, nous sommes aujourd'hui avec cette infection liée à la Covid qui a touché beaucoup de gens chez nous. Et il faut bien savoir, comme tu disais, que tout virus comme la grippe peut avoir une atteinte au niveau du muscle cardiaque, ce qu'on appelle la myocardite, l'inflammation du myocarde. Et il est certain que ces pathologies du muscle entraînent des troubles du rythme et pouvant entraîner, par la Covid, cette mort subite que l'on craint. Alors, en général, tout sportif qui a présenté un Covid avéré ne devrait pas reprendre le sport sans avoir fait un minimum d'examens cardiologiques, notamment l'électro de base dont on parlait. Pour tout sportif amateur que l'on a autour de nous, il est certain que sur les sportifs professionnels, il y aura l'électro, l'échographie cardiaque, ça pourra aller même jusqu'à l'IRM cardiaque qui permet de visualiser ces atteintes du myocarde. En exemple, le Stade français a connu l'année dernière une énorme vague de Covid au sein de ses joueurs et la recommandation avait été faite qu'ils ne puissent reprendre leur activité sportive en restant à moins de 80% de leur capacité cardiaque, de leur fréquence maximale. Les sportifs de haut niveau connaissent leur fréquence maximale, donc ils ne devaient reprendre qu'en dessous de 80% jusqu'à ce qu'ils aient vu le cardiologue leur autorisant de reprendre. Sachez aussi que dans les Landes, ça a été le seul département sur lequel on a trouvé une myocardite liée au Covid chez un rugbyman professionnel. Donc c'est pas très fréquent, mais la moindre des choses, c'est quand même de conseiller de faire cet électrocardiogramme avant de reprendre l'activité sportive à quelque niveau. Il y a une étude qui est actuellement faite justement à l'hôpital de Bordeaux, au CHU de Bordeaux, qui va regrouper les joueurs de rugby de top 14, de Pro D2, des étudiants de STAPS, des militaires du RAID, à qui on va faire systématiquement, à partir du moment où ils ont présenté le Covid, on va leur faire des IRM cardiaques
qui va permettre de déterminer les lésions possibles du myocarde suite à un Covid. Donc chez des gens qui ne présentent pas de pathologie, mais on les inclut dans cette cohorte pour vérifier s'il n'y a pas éventuellement des signes qui passent inaperçus sur l'électro de base ou l'échographie cardiaque. Et on aura des résultats, mais pas avant novembre de cette année. Voilà. Donc moi je voudrais simplement, je te remercie de ton exposé très très complet et très intéressant, mais j'aborde le côté un petit peu plus pratique de ce que l'on a actuellement avec cette crise de la Covid. Voilà. Alors, je voulais aussi faire un petit commentaire, puisqu'on va passer sur l'activité un petit peu de démonstration du massage cardiaque, d'être un premier secours dès qu'on trouve une personne inanimée à côté de soi. Et il faudrait que vous vous intéressiez à une application qui s'appelle Sauve Life, S-A-U-V, plus loin Life, L-I-F-E, qui vous permet, à partir du moment où vous avez une connaissance de ces gestes de premier secours, d'être incorporé dans une liste de gens qui sont géolocalisés et qui peuvent être prévenus à tout moment par le SAMU en cas de malaise cardiaque chez quelqu'un on trouve quelqu'un qui a présenté un malaise, qui est en arrêt cardiaque, le temps que les pompiers soient prévenus, le temps que le SAMU se déplace. Le SAMU regarde sur la carte où se situe cette personne et regarde autour les gens qui ont adhéré à cette application. Et cette personne est prévenue immédiatement et peut commencer les premiers gestes de secours avant que les pompiers ou les SAMU arrivent. Donc c'est l'occasion, puisque ce soir on va vous montrer quelque chose, de peut-être vous inscrire à ce type d'application qui vous permet d'être vraiment le premier secours sur place. Voilà, je vous remercie. Une question a été posée également par le chat sur Zoom là, concernant les lieux ou les possibilités offertes aux personnes, aux éducateurs éventuellement, ou à toute personne, les dirigeants ou autres, pour pratiquer donc les gestes de premier secours. Donc Michel, je pense que tu es parfaitement adapté pour répondre à cette question. Voilà. Ah, mais tu as le micro à chef peut-être. Je ne sais pas s'il m'a... Oui, bien sûr, il m'a ouvert. Alors donc vous pouvez passer donc le PSE1, qui veut dire prévention et secours civique de niveau 1. Hein. PSC1, qui veut dire premier secours civique de niveau 1. Hein. Donc c'est Monsieur Tout-le-Monde qui intervient sur un cas, il intervient avec ce qu'il a. Hein. Donc ce PSC1, on peut le passer dans divers organismes. Ben, vous avez ici la SNSM qui le fait, vous avez la FNMNS qui le fait, vous avez la protection civile qui le fait, vous avez les comment dirais-je, les associations de pompiers, vous avez le comité olympique 64 à Nelson Payou à Pau, qui, vous pouvez téléphoner et là ils vous aiguilleront pour vous faire un PSC1 si vous avez besoin. Il n'y a pas de problème, hein. Il y a plein d'organismes dans le département qui sont susceptibles de vous faire passer ces examens. Voilà. Merci. Bon, je pense peut-être qu'on peut enchaîner sur les gestes techniques. Tout à fait. L'objectif, c'est vous présenter les différentes conduites à tenir face à un accident, hein, un accident sportif, hein, et plus particulièrement face à un arrêt cardiaque. Hein, voilà. Alors, la chaîne de secours, hein, vous êtes, vous, le premier maillon de la chaîne. Hein. Il y a un accident, vous arrivez, hein, donc vous allez protéger. Protéger, on va d'abord se protéger soi, moi, sauveteur, je vais me protéger. Hein, parce que s'il m'arrive quelque chose, hein, eh bien, il n'y a plus de sauveteur. Hein, donc, je vais me protéger. On va protéger la victime. Protéger la victime, la protection de la victime, si elle est au milieu du stade, sous la pluie, ou au milieu du stade, en plein soleil, eh bien, on va essayer de la mettre à l'ombre. Hein, voilà, hein. On va alerter. Alerter, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez donc non-assistance à personne en danger, hein, vous n'alertez pas, ben, la première des choses, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous prenez le téléphone et vous téléphonez. Hein. On peut faire un petit test, ici il y a une trentaine de personnes. Qui c'est qui n'a pas de téléphone sur soi aujourd'hui ? Personne. Hein. Donc, vous voyez, dans la vie, vous serez à peu près à ce niveau-là, quoi. Hein. Il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui aura un téléphone, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, on en a tous. Hein. Donc, on va téléphoner, alerter. Alerter qui ? Eh bien, on va alerter le 15.
c'est le SAMU. On va appeler le SAMU quand il y a un problème médical. On va appeler le 18, les pompiers. Alors très souvent dans nos petits villages, on a l'habitude d'appeler les pompiers parce qu'il y a les pompiers bénévoles qui sont dans le coin. On va appeler le 112, qui est le numéro international. On a de quoi appeler. Donc on appelle. Pendant ce temps que les pompiers arrivent, les pompiers mettent environ, en France, entre 15 et 18 minutes pour intervenir. Eh bien, vous, sauveteurs, vous allez faire les gestes de premier secours pour maintenir la personne autant que faire se peut dans l'état où vous l'avez trouvée, en essayant d'éviter l'aggravation. Ensuite, les pompiers, les secours arrivent, ils prennent en charge la personne, et ensuite, la personne se retrouve à l'hôpital. Et voilà. Donc, vous êtes le premier témoin, vous devez protéger, alerter, et faire les gestes de premier secours. Donc, les informations, comme je vous disais tout à l'heure, plus vite vous allez appeler les secours, plus vite ils seront là. C'est une lapalissade, mais enfin, il faut le savoir quand même. Et puis, essayez, quand vous faites appeler quelqu'un, est-ce que tu peux aller appeler les secours, qui viennent vous rendre compte, parce que vous avez des gens qui sont en état de stress, qui vont partir, qui vont pas téléphoner, qui vont pas savoir. Donc, vous demandez d'appeler. Appelle les pompiers, appelle le 15 et viens me dire ce qu'ils t'ont dit. Ensuite, alors, voilà, une fois, donc vous allez appeler vos gens, et les pompiers, on vous dit, les pompiers arrivent, ou le SAMU arrive, etc., etc. Et donc, vous allez faire les gestes de premier secours. Alors, on va commencer à voir avec le malaise. Le malaise, parce que ce soir, on va se cantonner à faire le malaise, la personne qui est inconsciente et qui respire, et la personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Donc là, on va enchaîner ce qu'on appelle un massage cardiaque. Le malaise. Donc, mais face à un malaise, la personne, elle est là. Elle est sur le terrain, le joueur, il est sur le terrain, il n'a pas pris de tampon, il n'a rien pris, puis d'un seul coup, vous le voyez qui commence à vaciller, ça ne va pas. Donc, on va agir. La première des choses qu'on va faire pour agir, on va le mettre immédiatement au repos. Tu t'assois, tu t'arrêtes, c'est terminé. On va l'écouter. Il va nous dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai mal quelque part. On va l'observer, voir un petit peu comment il est. Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il est tout rouge? Est-ce qu'il est tout pâle? Est-ce qu'il a la bouche de travers, qui parle un peu comme ça? Et ensuite, on va le questionner. On va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive, ça? Déjà, quel âge as-tu? Alors si c'est un copain, on sait à peu près quel âge il a, mais quel âge as-tu? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu n'as pas récemment été hospitalisé? On ne sait jamais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le téléphone et on va téléphoner au 15. Bonjour monsieur du SAMU, j'ai une personne qui a 25 ans, c'est la première fois qu'il est là, il se sent pas bien, il a mal à la tête, ou il a mal au ventre, voilà. Et c'est la première fois, il prend pas de médicaments, et il n'a pas été hospitalisé récemment, qu'est-ce que je fais? Et là, ils vous diront, je vous envoie l'ambulance, ou vous me l'amenez, etc., etc. Vous téléphonez, vous faites ce qu'on vous dit. Il vous a dit de faire bleu, vous faites bleu. Vous faites pas rouge, parce que vous pensez qu'il faudrait faire rouge. Lui, il vous a dit de faire bleu, vous faites bleu. Sachez que toutes les informations qu'il va vous donner, toute la conversation que vous allez avoir, elle va être enregistrée. Donc, vous êtes tranquille, vous faites ce qu'on vous dit. Voilà. Voilà pour le malaise. Parce que le malaise, c'est peut-être les signes avant-coureurs de ce qui va pouvoir arriver par la suite. Alors, on va passer après. Donc, la personne est inconsciente, mais elle respire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscience? Tout à l'heure, on a parlé du cœur, etc. Vous avez le cerveau. Le cerveau envoie des impulsions électriques dans tous les organes, ce qui permet à faire fonctionner notre corps et notre organisme. D'un seul coup, ça s'arrête, le cerveau est débranché et la personne, elle tombe. Elle perd son tonus musculaire. Donc tous les muscles se sont relâchés et la personne, elle se retrouve par terre. Dans ces muscles, vous avez les sphincters au niveau de l'estomac, au niveau de l'anus, au niveau de la vessie. Tout ça, les sphincters vont se relâcher, la personne, elle est par terre, donc elle peut se faire pipi dessus, elle peut se faire le reste, et elle peut aussi régurgiter tout ce qu'elle a dans l'estomac.
hein. Alors, je vais prendre ma petite coupe de tête. La personne, elle est par terre. Le muscle de la langue que vous voyez là, c'est un muscle. Et ça va tomber, comme vous le voyez ici, sur le fond de la gorge. La personne qui va régurgiter, ça va arriver par l'œsophage, ça va buter contre le muscle de la langue et ça va repartir dans les poumons. Et je vous assure que les alvéoles pulmonaires, elles n'aiment pas du tout l'acide chlorhydrique qu'il y a dans l'estomac. Hein. Et donc la personne, elle va se noyer dans son propre vomi. Donc il va falloir la mettre en position latérale de sécurité pour pouvoir, dégager les voies aériennes, pour permettre de dégager les voies aériennes. Alors comment je vais faire pour dégager les voies aériennes? Je vais prendre ma personne, je vais lui appuyer sur la tête, hein, sur le front, je vais basculer légèrement la tête en arrière. Vous voyez ce qui se passe, hein, où on voit ici la langue se soulever, je tire en arrière, et voilà. Et ensuite, je vais basculer la personne sur le côté, hein, et automatiquement, la personne, le muscle de la langue partira vers le fond, et la personne, elle pourra continuer. Si elle régurgite, elle pourra d'abord régurgiter, ne pas avaler, et pouvoir continuer à respirer. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Et ensuite, on va mettre cette personne en position latérale de sécurité. Alors d'abord, je vais vérifier la conscience. Est-ce que la personne est consciente? Donc, pour vérifier la conscience, je vais m'approcher d'elle. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main. Monsieur. Il ne respire pas. À l'aide. Je vais appeler. Alors là, si on est sur le terrain, effectivement, il y a les copains qui sont là. Hein. Mais bon, s'il n'y a pas les copains, à l'aide. Hein. Et automatiquement, une personne va arriver. Elle va venir, je vais lui faire donc, dégager les voies aériennes. Donc, je vais me prendre comme ça, dégager les voies aériennes. Alors, ici, on est hors période de Covid. Hein, voilà. Je vais voir si la personne respire. Pour voir ça, je vais me baisser et je vais sentir éventuellement la chaleur de son souffle. Je vais voir son ventre qui monte et qui descend. Voilà. Et ensuite, je vais la mettre en position latérale de sécurité. Je prends son bras le plus près de moi, je le mets à 90 degrés. Je prends ma main, paume contre paume, je lui mets contre l'oreille. Je vais chercher la jambe à l'opposé et j'appuie et je tourne la personne ici et hop. Et voilà. Et là, je couvre la personne avec ce que j'ai. Parce qu'automatiquement, la personne va se refroidir. Et ici, je vais, moi, en attendant les secours, puisque les copains ont appelé les secours, en attendant les secours, je vais vérifier que la personne respire normalement. Hein, voilà. Et là, je sens qu'elle respire, et je reste à côté de lui, et je surveille. Je le surveille. Et voilà. Et puis, voilà. Des questions là-dessus? Oui? Oui, vas-y. Non traumatique, c'est-à-dire le joueur qui fait un malaise sur le terrain. Beaucoup d'entre nous ici s'occupent ou ont joué ou jouent encore au rugby. On est quand même dans un cas particulier de la commotion cérébrale. C'est-à-dire que quand vous avez un joueur qui prend un choc, qui tombe inconscient au sol, la première des choses, c'est de se dire que tout traumatisme crânien peut être associé à un traumatisme du rachis cervical. C'est-à-dire que dans ce cas, et ce seul cas, on ne le met pas en position latérale de sécurité. Sans ça, vous lui flinguez sa moelle. Donc simplement cette remarque, quand il y a un traumatisme, il faut qu'il y ait un traumatisme avec une perte de connaissance sur un terrain, on pense d'abord rachis cervical. Et on prend d'abord les précautions du rachis en essayant de mettre une minerve, en lui maintenant en extension un petit peu son rachis cervical avant toute mobilisation. Hein, parce que
Alors, moi, je vais intervenir là-dessus, c'est-à-dire que, effectivement, dans le PSC 1, on ne vous apprendra pas à faire ça, quoi, hein. Donc, il faut aller au niveau supérieur, hein, parce que mettre un collier cervical, si vous ne savez pas comment vous allez le mettre, vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose, hein, voilà. Donc, à ce moment-là, alors, il y a peut-être, comme disait Jérôme, tenir la tête, dire à la personne, tu ne bouges pas, on lui tient bien la tête, on lui cale bien la tête, et puis on attend que les secours arrivent. Je voulais faire ce point sur le traumatisme, et notamment au rugby, où les commotions, il y en a quand même pas mal, et il faut d'abord penser au rachis cervical avant de penser à quoi que ce soit. Alors après, bien sûr, s'il est en train de régurgiter, on essaye un petit peu, mais simplement avoir ça dans la tête sur un terrain de rugby quand il y a un gros trauma avec une perte de connaissance sur une commotion cérébrale. Voilà. On va avancer maintenant sur la personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Donc vous avez la chaîne de survie. Donc là, la personne, vous vous rendez compte, alors pareil, hein, monsieur, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous ouvrez les yeux, respirez, serrez-moi la main, etc., etc. Vous vous rendez compte que la personne est inconsciente, ensuite qu'elle ne respire pas, de suite on va appeler du monde et on va de suite appeler le 15 en disant, voilà, j'ai une personne qui est inconsciente, qui ne respire pas, hein, nous sommes à tel endroit et vous allez donc, ils vont essayer de vous envoyer quelqu'un, parce que l'appel doit être immédiat, c'est dans les 2 minutes qui suivent l'arrêt de la personne. Hein, voilà. Dans les 3 minutes, vous allez devoir commencer à faire une réanimation cardio-pulmonaire. Hein. Dans les 5 minutes, il va falloir poser le défibrillateur. Hein. Dans les 8 minutes, il faudrait que les pompiers soient arrivés. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que les pompiers mettaient entre 15 et 18 minutes, autour de 15 minutes, pour arriver sur les lieux du travail, de l'accident. Si vous n'avez rien fait pendant ce temps-là, regardez le cerveau à côté et regardez la courbe qui descend. Regardez, au bout de 5 minutes, la personne, elle a à peu près plus de 50% de ses neurones qui ne marcheront plus. Hein. Et regardez, au bout de 6 minutes, il ne reste plus que 25% de neurones encore en place. Donc, il y a intérêt à faire très 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 vite. Alors, la pompe, elle ne marche plus, la pompe qui était automatique, hein, Monsieur Duvert tout à l'heure l'a dit, hein, alors la pompe elle ne marche plus, donc il va falloir que moi je fasse marcher la pompe de façon manuelle, hein, donc en faisant un massage cardiaque. Hein, et essayer de maintenir le fait que j'envoie dans les organes et surtout au cerveau, hein, du sang et de l'oxygène. Donc je vais faire un massage cardiaque et je vais donc ventiler ma personne en lui faisant le bouche à bouche. Le massage cardiaque, comment on va faire le massage cardiaque? On va prendre la personne, on va lui mettre la poitrine nue sur la poitrine nue de la personne, hein, on va appuyer sur le sternum, on vous montrera tout à l'heure comment on fait, hein. Le bouche à bouche, on va se mettre sur la bouche de la personne et on va souffler. Alors on va souffler, quand on respire, généralement on respire grosso modo un demi-litre d'air, hein, on va souffler un petit peu de façon à ce que le ventre se soulève, hein, et on va poser le défibrillateur. Donc quand le défibrillateur arrive sur les lieux, quand on a posé le défibrillateur, c'est le défibrillateur qui devient le patron de la séance. Hein. C'est lui, on écoute ce qu'il dit et on fait ce qu'il dit et on le fait dans l'ordre qu'il le dit. Eh bien, on va vous montrer alors ce que c'est qu'un défibrillateur. Un défibrillateur, c'est généralement, ça ressemble à ceci. Donc, si je l'allume. Placez les électrodes sur le torse nu du patient, comme sur le schéma. Branchez les électrodes sur le boîtier, à côté de la lumière clignotante. Alors je fais ce qu'il me dit, ni plus ni moins. Il me dit, j'ai des électrodes ici, hein, vous voyez les électrodes. Placez les électrodes sur le torse. Voilà. Tiens, je ne sais pas si tu les vois. On voit bien? Non, on ne voit pas bien. Vous voyez sur les électrodes, on voit sur les électrodes où il faut placer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Et tant que vous n'avez pas fait ça, lui, il vous répète toujours la même chose. Voilà. Donc, je place mes électrodes. Voilà. Alors, maintenant, voilà ce que c'est qu'un défibrillateur. Le défibrillateur, généralement, il y a dans un défibrillateur une paire de ciseaux, hein, pour couper
Là, moi, dans l'ISI, j'ai un accident cardiaque, on va me couper sur le maillot du joueur, on va couper le maillot du joueur, hein, on va poser ça sur la poitrine nue du patient. Hein. Voilà. Et ensuite, on va commencer à faire le massage cardiaque. Alors, le massage cardiaque, hein, effectivement, alors, le défibrillateur, bien sûr, on vous a vu tout à l'heure le cœur, les battements du cœur. Hein, le battement du cœur, il y avait cette courbe de forme sinusoïdale, je ne vais pas y arriver. Hein, et ensuite, au bout d'un moment, vous avez le cœur qui se met à fibriller. Alors, le cœur, quand un cœur bat, il bat comme ça, le cœur. Hein. Voilà, poum, poum, poum. Et défibrillation, d'un seul coup, il fait ça. Hein, il grouille. Et donc, on va envoyer un coup de défibrillateur pour essayer de remettre que le cœur batte. Maintenant, le cœur, il va arrêter de défibriller, soit il se remet à battre, auquel cas, bravo, on est arrivé, soit le cœur, il s'arrête. Et là, il va falloir faire donc le massage cardiaque. Et alors, le défibrillateur, lui, il va prendre la période où le cœur fibrille. Si le cœur bat normalement, il ne vous dira rien. Si le cœur est arrêté, il ne vous dira rien non plus. Hein. C'est la période dans laquelle le défibrillateur, le cœur fibrille. Hein. Donc le défibrillateur va vous dire, appuyez sur, vous allez l'entendre, et je vais vous montrer ça maintenant. Voilà. Donc je recommence. Hein. Ma personne, elle est par terre. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Il ne répond pas. Je regarde. Alors, à l'aide. Oui, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît. J'ai une personne qui ne respire pas. Attendez, je regarde s'il respire. Alors, je vais regarder pendant 10 secondes. Et là, il ne respire pas. S'il vous plaît, vous pouvez aller m'appeler les pompiers, s'il vous plaît, et me porter un défibrillateur, dire que vous avez une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, il me faudrait le défibrillateur, s'il vous plaît. Et vous venez me redire ce qu'ils vous ont dit, s'il vous plaît. Merci. Non, il est là. Voilà. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, 19, et 20. Et 22, 23, 24, 26. Vous savez vous en servir, s'il vous plaît, du truc, là? Oui, voilà. Attendez, voilà, vous sortez voilà, ici, vous l'appuyez dessus, sur le truc vert, voilà. Voilà. Vous avez vous voyez là-dessus, il y a les... Celle-là, vous la mettez ici, en haut, hein. Comme sur le schéma. Branchez les électrodes sur le boîtier, à côté de la lumière clignotante. C'est bon. Hop, tac. Voilà. Vous le branchez là, s'il vous plaît? Placez les électrodes sur l'analyse de l'activité cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Choc conseillé. Donc là, il me conseille de donner le choc. De l'appareil en cours. Analyse en cours. Écartez-vous du patient. Appuyez sur le bouton jaune. Choc délivré. Ça y est, c'est bon. Commencez la réanimation Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, 16, et 17, et 18, et 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 19, et 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, vous avez donc les différentes formations, quelles sont les formations que vous pouvez faire. Dans le PSC1, c'est une formation qui dure 7-8 heures.
Le PSM, alors ça c'est nouveau, c'est prévention et premier secours, c'est tout ce qui est la bobologie. Comment je fais pour une personne qui a une crampe? Comment je fais pour une personne qui a une entorse? Comment je fais pour une personne qui s'est déboîté quelque chose? Voilà. Hein. Après, le PSE, premier secours en équipe, hein, de niveau 1, donc c'est 39 heures. Hein. Donc le PSE 1, c'est plutôt, là on va vous apprendre à vous servir de l'oxygène, on va vous apprendre à poser un collier cervical, il y a plein de choses comme ça qui sont nouvelles, ça dure 39 heures. Le PSE2, c'est tout ce qui est le brancardage, tout ce qui est la pose de pansement et d'écharpe en cas de quelqu'un qui s'est cassé quelque chose, voilà. Ça, 29 heures, ça dure aussi. Voilà. C'est à vous de choisir. Très bien, merci Michel. Et Patrick? Alors, une petite digression. J'ai regardé récemment une émission qui est passée sur France 2, qui était dans Envoyé spécial, Les soldats du cœur, où vous aviez, regardez si vous pouvez la retrouver encore, elle date de début septembre, sur des arrêts cardiaques dans la rue, où, avant que les pompiers arrivent, le plus important, c'est le premier qui va arriver pour masser, d'où ces applications dont je vous parlais. C'est dans les 3, 4, 5 minutes que ça se joue, en attendant que les pompiers soient là. Et vous verrez qu'il existe maintenant une nouvelle technique qui est en train de se développer, qui s'appelle l'ECMO, E-C-M-O. Ce sont des gens que l'on masse en permanence, dont le cœur est arrêté depuis 1 heure, et des gens qu'on sauve. Sur le terrain, dans la rue, on leur met une canule dans une artère, une dans la veine, et on fait une circulation extracorporelle avec un système qui propulse le sang, et les cœurs repartent. Il y a des gens qui restaient 56 minutes morts. Mais ce qui les a sauvés, c'est que dans les 3-4 premières minutes, quelqu'un les a massés. Et pendant qu'on fait cette intervention dans la rue, dans le caniveau, on continue à le masser. Et ce sont des gens, on en sauve à peu près 3 à 4% de gens déclarés morts. Et donc, d'où cet intérêt d'être là, de pouvoir commencer le massage. Et donc, la ventilation va en rebuter certains. Sachez que le massage, le massage, le massage, il n'y a que ça qui compte. Merci beaucoup pour toutes vos démonstrations. C'est vrai que c'est épuisant. Je pense qu'il faut du monde là, parce que tenir comme ça, je pense que c'est impossible tout seul. Ça va être très, très difficile. Je vois le degré d'épuisement qui est nécessaire. Alain, nous te repassons la parole. Oui, écoutez, je pense que ce soir, vous allez être nos meilleurs ambassadeurs pour sauver des vies. C'est-à-dire qu'il va falloir faire passer tous les messages que vous avez entendus. Et puis vous savez qu'il y a des gestes qui sauvent. Vous savez que de toute façon, il y a de la prévention qui peut être faite et il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, de toute façon, on sait très bien qu'il y aura des gens qui refuseront, qui n'écouteront rien et ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut vraiment faire passer ces messages. Que si l'électrocardiogramme, il faut le faire, mais il faudra pas hésiter. Les 10 règles d'or, il faut absolument que dans nos vestiaires, et puis tout le monde puisse en avoir connaissance. Parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont très, 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 très importantes. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur les commotions, rapidement. Il faut savoir quand même, ici on est rugbyman en majorité, mais enfin que le rugby, c'est quand même le seul sport qui a des règles qui sont adaptées à chaque catégorie, qui sont des règles qui sont adaptées à chaque niveau de joueur. Parce que vous avez les gens qui s'imaginent aller voir un match de série comme ils vont voir un match de top 14, ceux-là, ils sont à côté du sujet. Parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et justement, c'est en modifiant les règles que l'on limite au maximum les commotions. Parce que vous pouvez voir, depuis le début de l'année, là, il y a nettement moins de commotions. Parce qu'il y a des règles maintenant, le plaquage en haut à la tête et ainsi de suite. Ça n'existe plus. Avant, on ne faisait pas attention si ça y était, tout ça. Et ça, c'est quelque chose
quand même de très important. Je trouve qu'au rugby, on est un sport qui est particulièrement responsable là-dessus. Et que, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous serez nos ambassadeurs auprès de tout le monde et dire qu'aux éducateurs, les éducateurs, eh bien, il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils se forment au premier secours. Il faut vraiment. Et puis qu'ils le fassent sérieusement. Que les défibrillateurs aussi, quand ils sont distribués, eh bien, les défibrillateurs, il faut qu'ils marchent. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir un défibrillateur dans une armoire si on ne l'a pas fait vérifier et que le jour où on en a besoin, il ne marche pas. Et parce que ça, c'est un petit peu aussi notre caractéristique. Hein. Vous avez une association, l'association là, au cœur des jumeaux, qui distribue, qui donne des défibrillateurs. Et les gens, ils sont très contents d'avoir les défibrillateurs. Ils les mettent dans une armoire et puis après, ils ne bougent plus. Hein. Et il faut savoir aussi qu'à un moment donné, on va être obligé d'être exigeant. Parce que ces défibrillateurs, il y a quand même des lois qui sont passées pour que dans les salles de sport de plus de 50, où il y a plus de 50 personnes, le défibrillateur, il doit y être. Hein, et il n'y est pas dans toutes les salles. Et ça, c'est vrai que les contrôles de sécurité, il faudra quand même qu'ils se penchent sur le problème. Que tous les stades ne sont pas équipés non plus de défibrillateurs, les stades de rugby. Et bien ça aussi, je crois qu'il va falloir insister à avoir une campagne pour que ces stades, tous les stades, que ce soit de rugby, de foot, de hand et ainsi de suite, eh bien le défibrillateur, il soit à disposition. Et il ne soit pas enfermé dans une armoire et il soit accessible. Et même si jamais il est à l'extérieur du bâtiment et qu'il y a quelqu'un qui le casse, eh bien il le cassera et ce sera quelqu'un qui fera preuve d'un drôle de civisme. Mais il faut que le défibrillateur, il soit entretenu, accessible et qu'il figure au maximum partout parce qu'il y a des vies qui seront sauvées. Voilà. Comme pour les spectateurs, bien entendu. Un défibrillateur, il n'est pas que pour les joueurs, il est pour tout le public qui est là. Hein. Et ça, il faut faire passer ces messages. Alors, juste une dernière petite chose pour moi. Vous allez voir, si vous voulez, hein, j'ai fait 2 petites plaquettes, hein, où il y a des choses qui sont portées dedans, hein, comme bien sûr les 10 règles d'or, bien sûr, toutes les réflexions que vous avez entendues ce soir, je crois que vous les y retrouverez. Eh bien, vous pouvez donc en prendre, puisqu'elles sont là à votre disposition. Et ensuite, elles seront donc à disposition aussi sur le site du CD64, je pense, qu'on les mettra en ligne, de telle manière que les gens qui seront intéressés pourront venir les chercher. Pour ma part, je vous remercie et je suis très heureux de votre participation. Et vraiment, je remercie en plus les intervenants parce que, bon, je vais laisser Daniel le faire, mais personnellement, ça m'a beaucoup touché, beaucoup, que vous soyez mobilisés comme ça pour ce qui nous a touchés et qui nous bouleverse. Merci. Merci beaucoup, Alain. Bon, j'en termine très rapidement parce que la soirée était longue. Simplement, merci, moi, au nom du CD64. Alain, je te remercie parce que c'est peut-être malheureusement à ton initiative que cette réunion a eu lieu. Je la trouve très importante. On a tous apporté une attention à ce qui s'est passé et donc on a essayé de remédier et de prévenir surtout ce qui est dans notre mission, de prévenir les risques à l'avenir. Donc je voudrais, on est à la période maintenant des remerciements, donc je voudrais remercier tout d'abord le conseil départemental avec Don Bernard Dupont que vous avez entendu tout à l'heure par intermittence, mais qui est vraiment décidé à nous aider, et toutes les équipes de Nelson Payou, Réseau Sport, hein, avec donc à Pau, il y a Olivier Vissière, bien sûr, qui est le directeur de Nelson Payou, qu'il faut remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup œuvré pour nous. Ensuite, là-bas, il y a également Anya, et ici Joseph. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup pour votre contribution. Ensuite, les intervenants, hein, que ce soit Jean-Claude, bien sûr, Jérôme,
Michel et Patrick pour votre travail technique. Voilà. Ensuite, le CD64 également, parce que chez nous, il y a eu du travail aussi en interne pour organiser tout ça. Donc, Béatrice Pagnot, ici présente, qui a beaucoup œuvré pour ça. Camille, qui est une apprentie campus 2023. Et Sarah Pau également qui a travaillé sur le sujet. Et puis surtout, je tenais beaucoup à remercier Antoine Rodero et son équipe qui a déployé, vous voyez, tout ce matériel pour vraiment réaliser quelque chose de bien, en doublant avec Pau, sur YouTube et en Zoom. Voilà, je pense qu'on a touché beaucoup de monde, que notre conférence a suscité pas mal d'intérêt et surtout, je puis vous dire que ça ne va pas s'arrêter là, que maintenant nous sommes lancés, qu'on va rester sur ce chemin et qu'on va essayer de profiter de l'élan qui a été donné ce soir pour vraiment continuer quelque chose de très positif pour nous, pour le rugby, pour tous les sports et tous les sportifs surtout. Merci beaucoup à vous d'être venus et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.